Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, une vidéo sur l'Explanatory Data Analysis, donc aussi connu sous le nom de EDA, et c'est une tâche à laquelle tous les data scientists et data analysts sont confrontés. Alors cette tâche en général vient en aval d'obtention des données, c'est-à-dire que par exemple si on travaille dans un cabinet de conseil en data, on va souvent demander des données à un client. Donc ici, peut-être pour vous donner un peu de contexte, on est sur une entreprise fournisseur de gaz et d'électricité qui s'appelle PowerCo et qui fait face à un problème de churn. Alors, le churn, qu'est-ce que c'est? C'est quand des clients dans sa base commerciale partent et vont chez des concurrents. Et donc, en l'occurrence, face à cette croissance en quelque sorte du churn, cette entreprise se demande un petit peu quelles sont les raisons derrière eh bien, ce churn et est-ce qu'on n'arriverait pas, à partir des données présentes dans sa base client, est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire les clients qui sont susceptibles de partir. Pourquoi est-ce que cette entreprise veut faire cela? Eh bien, tout simplement parce que on peut imaginer tout un tas d'actions pour réduire ce churn. Si jamais c'est une sensibilité prix, comme ce dont on peut s'attendre dans un marché très compétitif comme celui de l'énergie, eh bien peut-être que baisser les prix va permettre de réduire ce churn. Parce que du coup, l'offre sera plus compétitive et donc les clients auraient moins à gagner à changer de fournisseurs d'énergie, sans compter le fait qu'il y a toujours un coût de changement quand on passe d'un fournisseur à un autre, et aussi un coût de l'inconnu en quelque sorte, parce que ce changement demande tout un tas de papiers administratifs, de l'administratif, et bien sûr, si jamais il y a des problèmes, eh bien on ne sait pas à quel point ce nouveau fournisseur, potentiellement plus compétitif sur les prix, a peut-être de moins bonnes expériences en termes de service. À cela s'ajoute tout un tas d'offres comme des services de loyauté, des réductions potentielles, si jamais on arrive à flaguer de manière très précise les clients qui vont partir. Et tout ça, en fait, justifie le travail d'un data scientist qui va créer son modèle et qui va, avant de créer ce modèle, faire cette EDA, cette Explanatory Data Analysis. Alors, on peut se demander du coup, si on ne fait pas le modèle, à quoi correspond cette phase d'Explanatory Data Analysis? Eh bien, cette étape permet de faire sens de la data qui nous a été envoyée. Ça veut dire prendre connaissance des fichiers CSV qui sont là, à quoi correspondent chacune des features, à quoi correspond l'ID, à quoi correspond le channel sales, quelle forme prennent-elles. Pareil pour le deuxième CSV qui nous a été donné. Et après avoir cleané, mis en forme toutes ces datas, faire des statistiques, calculer peut-être la variance, les quartiles, etc. Peut-être aussi calculer le churn par groupe de consommateurs, si c'est des PME, si c'est des particuliers, si c'est des gros comptes, ça peut être intéressant. Peut-être que si jamais on a un énorme churn, en fait, si 90% du churn se trouve dans les particuliers, et ben peut-être qu'il faut revoir l'offre particulier uniquement pour pouvoir faire baisser cette métrique qui est le churn. Additionnellement, on peut calculer des corrélations pour voir quelles sont les features qui vont nous permettre ensuite, quand on va créer notre modèle, de prédire au mieux les clients qui sont susceptibles de partir de notre base client. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans ce tutoriel. Alors il n'y a pas de solution parfaite, mais je vais vous donner les clés en main, les fonctions, les étapes, les visualisations qu'on pourrait penser mettre en place dans ce cas d'usage de PowerCo et de son problème de churn. Alors j'espère que cette introduction n'était pas trop longue et que vous êtes toujours avec moi. Et sans plus tarder, on va passer au code. Alors, j'ai pris le soin d'importer tout un tas de librairies. Pandas, que vous connaissez sûrement pour utiliser des data frames, faire des manipulations, éventuellement merge plusieurs data frames entre eux. Et bien sûr, avec ces data frames, on a des méthodes qui sont très utiles pour calculer des statistiques, avec le point describe qu'on va voir juste après, et point info pour checker les types de chacune des features présentes dans ces data frames. Matplotlib, Seaborn et Plotly sont des librairies de visualisation, et NumPy, plus besoin de le présenter, mais ça permet de gérer tout ce qui est arrays.
Donc, sans plus tarder, on a deux CSV, donc on a besoin de définir deux, deux data frames. Alors, df client pour le CSV client. Et on fait pareil pour le price. Très bien. Une fois qu'on a ça, souvent ce qui est utile, c'est de juste plot les deux premières lignes, ce qui nous permet d'accéder directement à chacune des colonnes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, si on ouvre ce fichier CSV sur VS Code, eh bien, on peut dire que c'est franchement pas très cool à voir. Alors que sous cette forme, eh bien, tout de suite, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus lisible. On voit la tête des ID, on voit la tête des channel sales. On voit que parfois il y a des données manquantes qui ne sont pas manquantes du point de vue de Pandas. C'est pas du N à N, c'est du missing. Et donc, si jamais on veut plotter, par exemple, je sais pas moi, le nombre de clients dont le channel sales est manquant, eh bien on va devoir faire une condition qui est propre à cela. Et ça, on ne l'aurait pas forcément vu d'un premier regard. On a donc 26 features qu'on voit ici. Et sur ces features, on voit que bien, parfois on a des zéros, parfois on a des données numériques, parfois on a des dates, date d'activation, date de fin, date de modification. On a des forecasts et on a même des booléens. Donc est-ce que c'est un client auquel on vend uniquement de l'électricité ou est-ce qu'on vend aussi du gaz? Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi la relation entre chacune de ces features avec le churn. Churn, quand il vaut 1, ça veut dire que ce client a migré de notre base commerciale vers la base commerciale d'un concurrent. Et c'est exactement ça qu'on aimerait bien prédire à partir des données qui sont présentes dans ce data frame. On pourrait imaginer faire pareil avec df price. Et donc là, je vous ai présenté head qui permet de plotter les deux premières lignes de ce data frame, mais on peut aussi faire tail 2. Oups. Voilà. C'est une erreur, parce que j'ai créé un markdown au lieu de créer du code. Mais quand on fait .tail 2, ça va faire exactement pareil, sauf qu'au lieu de prendre les deux premières lignes, ça va prendre les deux dernières lignes. Vous pouvez voir ici que le row number, au lieu d'être 0, eh bien c'est le n-1. Du coup, 193 000 ici et 190 001 pour le dernier row. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des données du 1er novembre 2015 et du 1er décembre 2015. Et j'imagine que si on fait .head 2, ça va pas être la même date. Donc là, on est sur du janvier et février 2015 aussi. Donc là, ça va être les variations de prix. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer, enfin, checker checker les data types de chacune de ces features et calculate statistics. Donc, dans cette partie, j'aimerais bien vous présenter deux fonctions qui sont extrêmement pratiques, qui sont dfclient.info, qui vous permet d'avoir les types de chacune des features présentes dans le data frame dfclient, ainsi que le compte des lignes dont cette feature est non nulle. Là, on peut voir que ce data frame est de qualité plutôt très bonne parce que eh bien, à chaque fois, on a exactement le même nombre de rows qu'on a de nombre de données non nulles, c'est-à-dire qu'au préalable, il y a eu quelque chose de... on a cleané ces données. Alors peut-être, parenthèse, on a vu tout à l'heure, donc ça c'est bien d'avoir fait le point head 2, parce que si on a vu que channel sales a des données manquantes, qui ne sont pas vues ici, mais qui donc sont manquantes parce qu'il y a le string missing dedans. Et donc si jamais on voulait être un petit peu plus précis, il aurait fallu eh bien, prendre cela en compte. Mais cela reste quand même très utile. La deuxième fonction que je voulais vous présenter, c'est .describe. Je vous ai parlé tout à l'heure de calculer des statistiques comme la moyenne, l'écart type et l'écart til. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire d'un coup avec .describe. Donc on a le compte, la moyenne, l'écart type, le minimum et le maximum, qui est quand même quelque chose de très important, et les valeurs quartiles. Donc le 50% c'est la médiane, 25% c'est le premier quartile et 75% c'est le troisième quartile. Donc en quoi cela est très intéressant? Eh bien, si jamais on regarde
J'imagine que les marges nettes vont nous donner, exactement, les marges nettes vont nous donner des informations extrêmement importantes. On voit que la marge nette minimale, c'est 0. Bon, déjà, c'est assez rassurant de ne pas avoir de valeur négative, c'est-à-dire que l'entreprise ne perd pas d'argent avec ses clients. Plutôt rassurant. Maintenant, on voit la valeur maximale. 24 570 €. C'est-à-dire que PowerCo possède de grands industriels, de grands comptes dans sa base de données commerciale. Mais là où c'est intéressant, c'est que la médiane et même le troisième quartile sont des valeurs entre 0 et 243 €. C'est-à-dire que 75% des clients ne font même pas 1% du plus gros compte, en termes unitaires, hein, bien sûr. Donc ça, c'est une donnée qui est très intéressante et qu'on pourrait compléter avec un histogramme. Donc, pour cela, alors, il me semble que c'est .hist. Ah, faut que je mette la colonne. Bon, on peut mettre net margin. Je crois que je peux juste mettre bins. Essayons de mettre bins égale 50 vu qu'on a 14 000 données. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, ça va nous permettre tout simplement de plotter les distributions de chacune de ces valeurs. Peut-être préciser la fixed size aussi. Et faire un plt.show. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va plotter pour chacune des valeurs numériques, donc c'est numérique par défaut, les valeurs et les distributions surtout par features des clients de la base commerciale client data. Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'était net margin. Et vous, comme vous pouvez le voir, notre intuition était très bonne car la plupart des clients sont vraiment centrés autour de entre 0 et 200 € probablement. Et on peut voir que les 24 000, bah, tous entre 1000 € et 24 000 €, il y a très peu de clients. Donc probablement que PowerCo est principalement implémenté chez les PME, les particuliers, et peut-être oui, peut-être des auto-entrepreneurs également. On peut voir que churn, il n'y a que des valeurs entre 0 et 1, enfin c'est binaire. PowerMax, on voit aussi que c'est centré entre 0 et 50 avec très peu de valeurs extrémales. Et en fait, cela nous donne déjà une bonne intuition des valeurs contenues dans ce data frame. La troisième étape que je voulais voir avec vous, c'était les matrices de corrélation. Alors la matrice de corrélation que je voulais vous présenter, c'est une matrice de corrélation dite de Spearman. Donc pour cela, il me semble que c'est .core méthode égale Spearman. Et pour n'avoir que les valeurs numériques, il faut dire numérique only égale true. Et l'idée derrière cela, ça va être, bon, déjà, de mettre la figure en 10-10 pour qu'on ait un joli carré. Et l'idée, ça va être de corréler chacune des features entre elles. Et entre autres, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas quelques features qui vont être corrélées plus ou moins avec le churn. Parce que ces corrélations-là seront des premiers indicateurs des features importantes qu'on pourra utiliser en amont dans notre troisième tâche, notre tâche de prédiction du churn. Alors cette étape-là, on ne la verra pas parce que dans cette vidéo, on va uniquement voir l'EDA, l'Explanatory Data Analysis, mais cette phase de corrélation peut parfois nous donner des premiers insights à partager avec un board, avec l'entreprise en question et comprendre pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, pourquoi la grande consommation est tout de suite liée avec le churn. Enfin, je dis ça, c'est un exemple. Et peut-être que si on creuse, on regardera et on verra que il y a beaucoup de problèmes avec les grands comptes. C'est un exemple. Mais en fait, de ces corrélations, on peut tirer des insights stratégiques qui sont très intéressantes. Donc une fois que ça c'est dit, on peut faire la heatmap. Donc avec la data, ça va être core, matrice de corrélation. Il nous faut, on pourrait y mettre les annotations pour avoir les valeurs, mais en l'occurrence, vu qu'on a beaucoup de features, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. Donc on va juste choisir notre carte de couleur. On va mettre un centre à 0.
on va mettre un titre, Correlation Matrix. Donc, on utilise la méthode de Spearman, donc on va quand même le dire. Donc pourquoi Spearman ici? On aurait pu utiliser Kalman ou Pearson, mais Spearman est assez intéressante dans la mesure où elle ne regarde pas les valeurs, elle ne compare pas les valeurs des features, et donc des clients, mais leur rang. Donc par exemple, si jamais le rang du prix est corrélé avec le churn, eh bien on va avoir une valeur de corrélation plus forte. Tandis que Pearson compare vraiment les valeurs. Et donc là, il aurait fallu scaler, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise Spearman. Et une fois qu'on a Spearman, on n'a plus qu'à faire un petit plt.typeLayout pour que tout se passe bien. Et on n'a plus qu'à printer le résultat. Et comme vous pouvez le voir, on a une jolie carte de couleurs entre chacune des features entre elles, en quelque sorte. Donc bien sûr, la diagonale égale à 1. Pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est juste que le churn avec le churn, forcément, c'est très corrélé. De la même manière, on peut voir que les marges brutes et les marges nettes sont extrêmement bien corrélées, et c'est logique, parce que souvent, à une différence près, on va obtenir le même résultat. Donc le rang des marges brutes va être le même que le rang des marges nettes, a priori. Bien sûr, ça peut changer un petit peu. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est par exemple de voir que les forecasts de prix et de prix du rent sont corrélés. Ça, c'est des choses auxquelles on pourrait s'attendre. Pareil, dans la consommation, le forecast de consommation est corrélé avec la consommation du dernier mois. Ça nous donne un peu plus d'insight sur comment est-ce que les prédictions de consommation sont faites. On se base sur les précédentes consommations, ce qui est un petit peu rassurant. Si un client consomme beaucoup d'énergie, on s'attend à ce qu'il continue à consommer beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça résume un petit peu l'étape de matrice de corrélation qui nous permet d'obtenir des insights stratégiques à partir des features et voir les liens entre ces features. Je ferai une dernière parenthèse sur le fait que si jamais on a beaucoup de corrélations entre certaines features, c'est sûrement qu'elles sont redondantes. Et donc qu'est-ce que j'entends par redondante? C'est-à-dire que bien, dans plusieurs features, plusieurs features contiennent parfois la même information. Et si on est dans un cas où on a extrêmement beaucoup de features, ça peut être intéressant de faire du feature engineering ou faire de la réduction de dimensionnalité pour se débarrasser des features qui ne sont pas très importantes et ainsi gagner en précision, gagner en explicabilité du modèle. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'était une étape de visualisation des données. Bien sûr, cette EDA n'est pas complète, on pourrait bien sûr la renforcer avec beaucoup d'analyses, sensibilité de prix, sensibilité de features, créer un modèle, donc ça serait plus de l'EDA, on irait encore un peu plus loin dans notre analyse, créer un modèle expliqué avec des analyses post-hoc, avec des valeurs Shapley, par exemple la contribution de chacune features pour la prédiction du churn ou non. Mais ici, dans cette phase de EDA, vraiment, on va se concentrer sur le plus simple, sur de la visualisation, des corrélations, des statistiques, et juste de regarder la distribution des données. Et donc là, je vais vous laisser en quelque sorte je vais pas réécrire toute la visualisation parce que je me suis aidé de ChatGPT justement pour avoir une visualisation avec Plotly. Mais dans l'idée, on va essayer de plotter donc deux choses. Le churn percentage, donc quelle est notre base, dans notre base client, quelle est la proportion de churn par rapport au non-churn. On voit qu'il y a 10%, donc c'est quand même assez conséquent. Et typiquement, si on voulait faire de la prédiction de churn, il faudrait prendre en compte ce déséquilibre de classe dans nos prédictions. Donc déjà, ça, c'est une donnée qui est importante. La deuxième, c'est de voir comment se trouve, enfin, par catégorie, par canal de vente, comment est représenté ce churn. Est-ce qu'il y a une catégorie de vente qui contient plus de churn que d'autres? Et on se rend compte que, eh bien, il y a une catégorie dans laquelle il y a beaucoup plus de churn que d'autres.
Donc malheureusement, ces données sont hachées, mais on voit que cette information est importante. On pourrait imaginer faire ce même problème, enfin ce même plot avec d'autres catégories. Donc typiquement, on avait vu qu'il y avait des données sur la consommation pendant les 12 derniers mois. Ce serait intéressant de faire des bins, par exemple 5 bins, et voir quelle est la proportion de churn dans chacun de ces bins. Et ça nous permettrait, par exemple, de voir si c'est vraiment dans le premier bin, donc entre 0 et, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 2000 kWh, qu'il y a le plus de churn, et bien peut-être qu'il faudrait se concentrer sur les offres à basse consommation, probablement les particuliers, les petites PME, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a permis de faire quelques révisions sur des techniques de base de gestion. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin, merger par exemple les données clientes avec les données de prix. On voit qu'on a un ID en commun, donc il suffirait de faire un pd.merge et mettre chacun des deux data frames. Et regarder si on a une corrélation par exemple avec l'augmentation du prix et tout simplement le taux de churn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Salut!